Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonsoir à tous. En Afrique, la crise sanitaire a fortement aggravé la situation alimentaire sur le continent. Cependant, celle-ci a eu pour effet de remettre sur la table la question stratégique de la souveraineté alimentaire. Avec plus d'une population qui va doubler dans les 30 prochaines années pour atteindre les 2 milliards d'habitants en 2040-2050, tout le monde est d'accord pour dire que pour répondre aux besoins actuels et futurs des populations africaines, une stratégie adéquate doit être mise en place. Mais laquelle? Avant de discuter sur les potentielles solutions, dites-nous d'abord, c'est quoi la souveraineté alimentaire? La Souveraineté alimentaire. Ah, aucune idée. En fait, alimentaire, c'est quelque chose que lorsque quelqu'un mange, et il doit manger bio. Hey. Non, là, c'est chaud. C'est dans la souveraineté alimentaire, il y a bien sûr l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, pour être bien alimenté, il faut être souverain, il faut être autonome. Mais si on dépend que de l'étranger, ben c'est vraiment difficile. Souveraineté alimentaire, c'est le mot qui fait l'écho. Junior Premier est la voix d'écho de l'écho. Junior, aidez-nous à y voir un peu plus clair. Modeste, la souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. La notion de souveraineté alimentaire a été développée et présentée pour la première fois par le mouvement social paysan international via Campesina lors du sommet de Rome sur l'alimentation organisé par la FAO en 1996. Depuis, elle a été précisée et adoptée par plus de 400 ONG mondiales lors des différents forums sociaux mondiaux altéro-mondialistes. Elle comprend le droit à l'alimentation et à la production d'aliments, ce qui signifie que tous les peuples ont le droit à des aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés et aux moyens de les produire, et qu'ils doivent avoir la capacité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur société. Modeste, il faut noter qu'au-delà de la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire accorde une importance particulière aux conditions sociales et environnementales de production des aliments. Elle vise un accès plus équitable aux terres cultivables par les paysans et prône des techniques agricoles qui favorisent leur autonomie. Voilà, Modeste. Je vous laisse pour la suite bénéficier de l'expertise de notre invité. Merci à vous, la voix. Alors, celui que nous recevons est un citoyen du monde d'origine belge. Ingénieur agronome, il a dirigé de grandes plantations et des usines de transformation. Il a longtemps été consultant indépendant en management, compétitivité, environnement, agriculture tropicale, transformation et développement rural durable. Cela dans plus de 35 pays en Asie, en Afrique et aux Caraïbes. Paul-Jean Gilles, bienvenue. Merci Modeste, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et puis tout de suite, dites-nous pourquoi parler de la souveraineté alimentaire de l'Afrique est aussi impératif aujourd'hui. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne conserve depuis l'année 2000 le taux de croissance de la population le plus élevé au monde. On est à 2,7% de croissance par an, contre 0,3 à 1,8% dans le reste du monde. Et une fécondité qui reste très élevée, de 4,7 enfants par femme, contre 1,7 à 2,8 ailleurs dans le monde. De
de l'an 2000 à l'an 2017, la population de l'Afrique a augmenté de 58%. Celle du reste du monde n'a augmenté que de 19%. Le taux d'urbanisation de la population en Afrique dépasse déjà les 40% et bientôt un Africain sur deux vivra en ville. Les villes sont de grosses consommatrices de produits alimentaires. On peut les nourrir soit de produits importés, soit de produire localement de quoi nourrir les habitants. Pour importer, il faut des devises et la balance commerciale du pays n'est pas toujours équilibrée. Il y a également des risques en cas de conflits mondiaux sur l'approvisionnement des produits alimentaires. La question qui se pose donc, faut-il exporter des produits bruts non comestibles, comme le coton, les VA, le cacao ou les minerais, pour obtenir des devises en vue d'acheter pour nourrir la population? Il faut mieux produire localement une alimentation saine. Alors Paul, une question qui a tout son sens quand on sait, vous venez de nous donner les chiffres là tout à l'heure, la croissance démographique de l'Afrique est réelle, on est nombreux et on va l'être encore d'après les chiffres officiels, mais déjà nous dire lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire de façon générale, on doit tenir compte de quels éléments? Et la souveraineté alimentaire, c'est de pouvoir produire localement ou dans les pays limitrophes de quoi nourrir la population de la région donnée. Et de préférence produire une alimentation de qualité, donc une alimentation qui soit saine et que l'on puisse produire tout au long de l'année de façon durable. Et tout de suite, on comprend qu'il y a un réel travail là-dessus. Et quand je vous présentais, je disais que vous avez réellement fait le tour. Dites-nous, aujourd'hui, de quoi se nourrissent les Africains? Bien là, il faut faire une division entre population rurale et population urbaine. Les populations des villes se nourrissent de plus en plus d'une alimentation internationale. Que ce soit le pain à base de froment, que ce soit le riz, que ce soit les légumes en conserve, alors que les populations rurales ont conservé leur alimentation plus traditionnelle avec les productions agricoles du village ou de la région proche. Le fait que vous scindiez ce type de population est la preuve réelle qu'effectivement, en termes d'alimentation, il y a une véritable différence entre les deux blocs, mais peut-être que derrière, il y a une recherche, pas peut-être, on sait qu'il y a des assises, il y a des rencontres internationales où nos chefs, nos dirigeants veulent véritablement asseoir l'autonomisation alimentaire de l'Afrique, mais est-ce que concrètement cela se ressent? Où en est l'Afrique aujourd'hui dans sa quête de souveraineté alimentaire? Au niveau des politiques agricoles, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Les ministères sont souvent déconnectés de la réalité du terrain, que ce soit par manque de statistiques sur les productions, que ce soit un manque de mécanismes de suivi des prix sur les marchés, alors que ce sont deux facteurs qui jouent beaucoup dans le domaine de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire. Si on n'a pas l'information disponible, on ne sait pas quelle politique mener pour résoudre les problèmes. On peut également noter le fait que beaucoup de fonctionnaires recrutés dans les ministères de l'Agriculture ont rarement une expérience de terrain préalable à leur recrutement dans les ministères. Donc on a des jeunes ingénieurs qui sortent de l'université, qui vont travailler dans le ministère en costume-cravate dans un bureau climatisé, mais qui ne connaissent pas les réalités du terrain, les réalités, les besoins et les défis que rencontrent les paysans. Donc, il faudrait, avant de recruter quelqu'un dans un ministère de l'Agriculture, d'abord lui permettre de travailler en contact avec le monde rural comme vulgarisateur agricole pendant quelques années pour réellement comprendre les problèmes qui se posent au monde paysan. Avec ce que vous venez de dire, vous commencez à répondre même à notre prochaine question, parce que vous l'avez reconnu, l'Afrique, c'est le climat favorable, la terre qu'il faut. Malheureusement, la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire en Afrique est un leurre pour beaucoup de personnes.
quels sont les principaux freins finalement? Vous nous avez parlé de la formation de ces jeunes qu'on retrouve dans les administrations qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. Vous nous parlez de devises, mais au-delà, on retrouve quoi comme difficulté pour asseoir cette souveraineté alimentaire? Ce qui manque en priorité, c'est déjà la revalorisation du métier d'agriculteur, du métier de paysan. Trop souvent, les parents envoient leurs enfants faire des études de commercial ou d'ingénieur en ville ou un emploi d'avocat. Bon, ce n'est pas pour dévaloriser ces professions intellectuelles, en effet. mais le travail de l'agriculteur a été tellement dévalorisé, et puis il n'y a pas eu de formation de ces agriculteurs pour améliorer leur quotidien. Et donc les parents préfèrent envoyer leurs enfants en ville disant tu ne vas pas souffrir comme moi au champ, va faire un travail à la ville. Et donc on a des populations de paysans qui vieillissent et qui sont un peu délaissés par l'administration, par la vulgarisation, pour les aider justement à produire mieux, à produire plus, tout en produisant de façon durable. Il y a également des problèmes d'accès au crédit. Le système de microcrédit et le système bancaire ne sont pas adaptés au financement agricole. Bon, il y a une demande importante pour l'accès au crédit, mais les banquiers ont peur de prendre des risques. Or, en agriculture, si on veut investir dans un système d'irrigation, dans un motoculteur, on ne peut obtenir un remboursement généralement que sur 12 à 18 mois pour la plupart des cultures. Et le système de microcrédit est plutôt adapté au commerce avec des remboursements exigés dans les 3 mois. Et le système bancaire, lui, demande des garanties que peu de paysans peuvent fournir. Donc on a un système de financement qui est inadapté au financement du secteur agricole. Donc, on a des problèmes de financement, des problèmes de formation, de revalorisation de métiers d'agriculteur. Mais au-delà, il y a une réalité avec la crise sanitaire que l'on traverse, parce qu'elle n'est pas encore terminée, que l'on traverse. La question de la sécurité alimentaire est revenue sur la table de nos dirigeants africains. Et au-delà de cette crise sanitaire, il y a la guerre en Ukraine qui, malheureusement aussi, a des effets néfastes sur l'alimentation des populations africaines, sans compter le changement climatique. La question que nous, on voudrait vous poser, c'est en quoi ces différentes crises peuvent-elles être une occasion de réinventer les systèmes agricoles africains? Et dès le moment où on a la population qui est conscientisée au risque de ces crises et donc de l'augmentation probable du coût de l'alimentation, on peut encourager les consommateurs à revenir vers les produits locaux, vers les produits qu'ils avaient l'habitude de manger au village et dont ils ont perdu l'habitude de manger au niveau de la ville. Et ce sont des produits que l'on peut produire facilement localement. Mais bien souvent, on a également d'autres problèmes qui se posent. C'est le problème de la commercialisation. Donc, comment transporter les produits agricoles de la ferme au marché des villes secondaires et comment ensuite transporter des marchés secondaires vers le marché des mégalopoles. Donc il y a toute la chaîne logistique qui est à améliorer, la chaîne de conservation également. Certains produits ont une durée de conservation très courte et nécessitent à ce moment-là une transformation pour pouvoir être conservés plus longtemps. Également, on peut avoir une chaîne de distribution qui soit mieux organisée. Souvent, ce sont également les pistes d'accès aux
aux zones rurales qui sont en saison des pluies difficiles d'accès et qui posent un problème, ou bien ce sont les conditions dans lesquelles le produit est transporté. Certains produits sont très fragiles et nécessitent d'être protégés plutôt que d'empiler des paniers sur trois niveaux de manière à ce que les produits qui sont dans le panier du bas se retrouvent empurés. Donc, toute la gestion de la logistique de transport et de conservation doit être modernisée, doit être prise en considération. En introduction, nous le disions, vous avez fait plus de 35 pays en Asie, aux Caraïbes, ici en Afrique. Vous êtes un technicien, un homme de terrain. À quel moment on se dit « Ah tiens, cette région a atteint l'autosuffisance alimentaire ». Est-ce qu'un pays qui a suffisamment de ressources financières pour faire venir de la nourriture est moins alimenté que celui-là qui a le sol et des cultivateurs acharnés? À quel moment on se dit « Ah, tel pays a la possibilité de nourrir sa population et il n'y a pas de problème ». Je crois que c'est surtout pendant les crises qu'on se rend compte qu'il y a un problème, où les gens se disent « mais le régime de plantain que j'achetais hier à 2000 francs, maintenant il est passé à 5000, à 10 000 ». Donc c'est là que je répète qu'il faut un suivi des prix sur les marchés, il faut un suivi par les ministères de l'Agriculture et les ministères du Commerce, il faut un suivi de l'approvisionnement des marchés pour éviter de se trouver dans des situations de crise. Et c'est en analysant les statistiques de prix et de disponibilité sur les marchés que l'on peut anticiper d'une année à l'autre les risques de crise potentiels. D'accord. Dès le moment où on est lié pour son alimentation aux importations, le risque est plus élevé que si on produit sur place ce que l'on consomme. D'accord. Donc l'objectif, c'est de quand même être autonome. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre lorsqu'arrivent des situations de crise. Alors avec la crise de la Covid-19, on a compris, et ça clairement, que nos États africains étaient très vulnérables. À long terme, comment renforcer la résilience africaine pour les années à venir finalement? Et la base, c'est la formation. Il faut que les producteurs, que les agriculteurs, les paysans bénéficient d'une formation de vulgarisateurs à disposition dans chaque région du pays pour les aider à produire mieux, à avoir accès à des semences de qualité avec des variétés qui sont adaptées au climat et au sol, et que les jeunes qui veulent se lancer puissent également avoir accès à ces formations et au crédit. Pour imaginer l'Afrique de demain, Paul, deux visions s'opposent. Il y a ceux qui pensent la modernisation des agricultures ou la conservation de la méthode dite traditionnelle. Alors, selon vous, agrobusiness ou agriculture paysanne? L'agrobusiness, pour moi, en Afrique, ce sont essentiellement des cultures industrielles qui sont souvent destinées à l'exportation, qui utilisent de grosses quantités d'intrants chimiques, souvent hors de prix, importés, et dont l'utilisation est mal maîtrisée par les petits producteurs. En travaillant sur le terrain, j'ai vu combien de fois des producteurs de légumes qui traitaient leurs laitues ou leurs tomates avec des produits destinés au traitement du coton. Pourquoi? Parce qu'à côté de cela, ils étaient producteurs de coton et les transformateurs de coton subventionnent des produits qui sont destinés au traitement du coton. Mais la différence entre le coton et la laitue, c'est que le coton, on ne le mange pas. Donc, les produits qui sont développés pour la culture de coton ne sont absolument pas utilisables sur les cultures vivrières parce que leur niveau de toxicité est beaucoup trop important. Donc, on utilise des produits spécifiques pour différentes cultures selon l'usage final qui est fait
de ces cultures. Donc, l'agriculture paysanne peut être modernisée. On peut utiliser des techniques de permaculture qui est plus saine pour l'environnement et pour l'alimentation. On peut utiliser des variétés améliorées, mettre en place des systèmes d'irrigation, améliorer les méthodes de conservation, de transport et de transformation de produits agricoles sans avoir besoin d'utiliser les intrants chimiques. Parlant comme ça, vous abordez un peu la question de l'agroécologie aussi et le développement de l'agroécologie dans tout ça. Effectivement, l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie, ce sont les voies à suivre pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de l'agriculture, une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse de la faune et de la flore et qui permettra de nourrir la planète avec des produits sains. Comment reconstruire les politiques de financement de l'agriculture afin qu'elles soient plus dynamiques au service des agriculteurs? Là, on vous pose une question qui peut-être serait mieux aller dans le sens de la finance. Mais vu que vous êtes technicien, vous étiez sur le terrain, vous avez le ressenti de ces agriculteurs, comment faire pour améliorer les politiques de financement? Mais ce qui marche le mieux, c'est d'avoir une banque agricole, donc une banque destinée au financement de l'agriculture, avec des financiers qui comprennent les problématiques de l'agriculture. Parce que la problématique de financement d'une production agricole n'est pas la même que celle de financement d'une industrie ou la problématique de financement d'un commerce. On est souvent sur des cycles de culture qui sont assez longs, avec des risques climatiques, des risques environnementaux. Et donc, le financier doit comprendre cette thématique-là. Donc, s'il ne les comprend pas, les banques agricoles ou les banques qui veulent financer l'agriculture doivent se faire accompagner par des agronomes qui vont leur expliquer les risques et comment on peut réduire ces risques tout en apportant au monde paysan l'accès au financement agricole. Nourrir l'Afrique va devenir un défi dans les années à venir. On a parlé de cette population qui va doubler dans une trentaine d'années pour atteindre les 2 milliards. Après, on nous dit qu'il faut protéger l'environnement. On plante où finalement pour nourrir toute cette population africaine lorsqu'il faut protéger l'environnement, garder nos sols et penser productivité? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, Paul? Ce n'est pas contradictoire, non. L'Afrique dispose de territoires suffisamment vastes, de suffisamment de bonnes terres agricoles, mais il ne faut pas que l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pense uniquement à exporter des produits non transformés, des produits comme le coton, comme le cacao, qui ne sont pas consommés localement. Il faut que l'Afrique conserve suffisamment de terres agricoles à destination de la nourriture de ses propres populations. La responsabilité des producteurs eux-mêmes serait également décisive dans ce challenge. C'est bien de parler des dirigeants qui doivent mettre en place des politiques financières, des politiques dans la formation et tout ça, mais les agriculteurs eux-mêmes ont une responsabilité dans ce défi. C'est toute une chaîne de valeur, donc chacun a son rôle à jouer. Les consommateurs par leur choix d'achat en favorisant l'achat de produits locaux. On sait que souvent dans les villes, les personnes qui atteignent un certain niveau de revenus négligent un peu les produits locaux et préfèrent par vantardise ou par par modernité extrême. Par modernité, voilà, acheter des produits importés au supermarché plutôt que de consommer par tradition les produits locaux. Donc le consommateur a un rôle important à jouer. Les commerçants également. Je vois ici en Côte d'Ivoire où je vis, les supermarchés de plus en plus ont des comptoirs produits locaux où ils valorisent les
les produits du terroir. Donc ça, ce sont des initiatives à soutenir, à souligner. Les autorités ont également un rôle à jouer dans l'accompagnement et la formation du monde paysan, également en mettant en place des politiques agricoles adaptées. Donc, on peut encourager les commerçants qui actuellement sont importateurs de riz, importateurs de poulet et de poissons, à accompagner le développement local de ces filières. Et en parallèle, les politiques pourraient mettre en place une TVA et un taux de droits de douane croissant sur les produits agricoles importés, avec un reversement de ces taxes à l'importation vers l'appui au développement des producteurs locaux. Donc les commerçants également et les grossistes, ainsi que les transformateurs, doivent payer un prix correct aux producteurs pour leur permettre de vivre et de se développer. Les experts et les consultants ont également un rôle de sensibilisation des autorités sur la nécessité d'une production agricole durable et respectueuse de la planète. Donc chacun dans la chaîne de production alimentaire a son rôle à jouer. Vous venez de nous vanter les mérites du potentiel, tout le potentiel dont regorge le continent africain. Est-ce que c'est une façon de dire que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que l'Afrique peut devenir le grenier du monde? Je suis tout à fait d'accord avec cela, oui. Très bien. Avant de nous quitter, Paul-Jean-Gilles, voici la question de l'internaute. C'est celle de Léo depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Il dit: quelle est la différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire? Et pour moi, il n'y a pas une grosse différence. La souveraineté alimentaire, c'est produire localement. La sécurité alimentaire, c'est garantir que les populations puissent avoir accès à l'alimentation dont ils ont besoin. Donc les deux sont complémentaires. Merci beaucoup à vous, Paul-Jean-Gilles. Je rappelle que vous êtes un expert des questions des systèmes alimentaires. Vous avez répondu à nos questions depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci pour votre invitation. Alors, la réflexion sur la souveraineté alimentaire sur le continent africain doit reposer sur des propositions pertinentes pour affronter divers enjeux économiques et sociaux, notamment celui de l'alimentation. Des chantiers sont pressants. Exemple, la responsabilisation des producteurs. Notre expert l'a dit, l'approche en termes de filière. La question du crédit se pose pour les agriculteurs et de façon générale, une cohérence d'ensemble sera indispensable pour les États. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.